Bienvenue dans le débat de France 24. Un front peut parfois en cacher un autre. On pensait la France sur le pied de guerre face au coronavirus. C'est au moment même où doit débuter un nouveau confinement que la menace terroriste se manifeste une fois de plus sur le territoire français. Sans doute au pire moment, même s'il n'y a jamais évidemment de bons moments. Écoutez, le président Emmanuel Macron, il s'est rendu à Nice, à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, sitôt connu l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fidèles. Ce matin, nous avons décidé d'augmenter la posture de vigilance partout en France pour nous adapter à la menace terroriste. J'ai décidé que nos militaires seront dans les prochaines heures davantage mobilisés et nous passerons la mobilisation dans le cadre de l'opération Sentinelle de 3 000 à 7 000 militaires sur notre sol. Nous nous mettrons ainsi en situation de protéger tous les lieux de culte, en particulier, bien évidemment, les églises, pour que la Toussaint puisse se dérouler dans les conditions qui sont dues. Nous protégerons aussi nos écoles pour la rentrée qui vient. Comment la France peut-elle faire face à la multiplication des signes hostiles jusqu'au passage à l'acte d'aujourd'hui, alors même que ses forces de police et au-delà l'ensemble des pouvoirs publics sont mobilisés dans la mise en œuvre du confinement et la lutte contre le coronavirus? On en débat avec, ici même à mes côtés, Bélir Nabli, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, auteur de Comprendre le monde arabe, c'est paru aux éditions Armand Collin. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Louis Bernard, fondateur de Chrysotex. C'est un cabinet de consulting sur les risques terroristes. Bonjour. Et puis l'épidémiologiste et chef du service de prévention et contrôle de l'infection aux hôpitaux universitaires de Genève, Didier Pittet. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Vous êtes l'auteur de Vaincre les épidémies, c'est à paraître le 22 octobre. Ça vient de paraître le 22 octobre aux éditions Hugo Doc. Vous présidez par ailleurs la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la crise du Covid-19 de la France. Merci d'être avec nous. Louis Bernard, ce triple meurtre aujourd'hui intervient moins de 15 jours après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Et puis on apprend également aujourd'hui un Afghan en tenue traditionnelle, armé d'un couteau, considéré comme allant peut-être passer à l'acte, a été interpellé à Lyon, près de la gare Perrache. C'est une vague terroriste à laquelle la France doit faire face aujourd'hui, ou en tout cas doit se préparer. On a un problème de son visiblement avec vous, Louis Bernard. On reviendra vous voir évidemment dans un instant. Même question pour vous, Bélir Nabli. La France aujourd'hui, elle est sous une menace terroriste. La menace en tant que telle, elle n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une séquence longue. Par contre, effectivement, concrètement, manifestement, il y a une succession d'attaques terroristes qui se cristallisent autour autour de la question, non pas de la laïcité, mais des caricatures du prophète Mahomet et qui nourrit ainsi finalement d'une nouvelle séquence d'attaques terroristes sur le territoire français avec paradoxalement, parallèlement, un affaiblissement des forces djihadistes qui étaient assez bien ancrées dans le territoire irako-syrien. Et on a là donc une situation assez paradoxale où il y a quelques années, on avait à la fois l'émergence, l'affirmation de Daesh qui voulait se transformer en État islamique et qui arrivait à se projeter à l'extérieur de ses frontières à travers des attaques terroristes jusque sur le territoire français. Et aujourd'hui, en dépit de l'affaiblissement structurel et l'inexistence matérielle de Daesh sur ce territoire en tant qu'État, eh bien malgré cela, malgré cet affaiblissement-là, il y a encore cette capacité à finalement frapper des États comme la France sur fond de discours finalement de défense de l'islam et de son prophète. Aujourd'hui même, un vigile du consulat de France dans la ville saoudienne de Jeddah en Arabie Saoudite a été lui-même victime d'une attaque au couteau, transféré à l'hôpital. Ses jours seraient hors de danger. L'assaillant lui-même a été interpellé par les autorités saoudiennes. Mais tout de même, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui la France est menacée par les populations elles-mêmes plus que par une organisation terroriste dont vous venez de dire à l'instant qu'elle est affaiblie? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours eu deux arguments forts dans le passage à l'acte des djihadistes à l'encontre de la France. Vous avez à la fois un premier argumentaire fondé sur les interventions militaires françaises
sur des terres musulmanes, qu'il s'agisse du Mali, à travers l'opération Barkhane, la Syrie, ou encore en Libye en 2012. Ces ingérences, ces interventions militaires nourrissent finalement l'argumentaire des djihadistes. Et puis vous avez une autre branche de l'argumentation djihadiste plus axée sur la conception de la laïcité en France et qui est perçue et ressentie comme un principe finalement tourné contre les musulmans en dehors même des frontières françaises et des musulmans de France en particulier. Et la publication des caricatures de Mahomet vient servir ce discours ? D'une certaine manière, il y a une cristallisation autour des caricatures dans la mesure où ils viennent finalement donner ou nourrir finalement ce discours-là en le matérialisant à travers des caricatures qui finalement traduisent des actes de blasphème qui ne sont pas reconnus en tant que tels, qui ne sont pas des droits reconnus dans un certain nombre de pays. Francis Choix, on va être avec lui dans un instant. C'est le député La République En Marche de l'Essonne et qui va nous expliquer justement où en est aujourd'hui le gouvernement. Louis Bernard, vous toujours avec nous? Je crois qu'on a retrouvé le son d'ailleurs. Pour vous, la publication de ces caricatures, est-ce qu'elle crée un texte nouveau qui met dans une position particulièrement vulnérable aujourd'hui les intérêts français, ou est-ce qu'ils étaient déjà menacés ? Non, absolument. Ils peuvent être utilisés comme une étincelle. On voit très bien que le président turc, par exemple, utilise la façon dont la France protège l'enseignant Samuel Paty et revendique le droit de cet enseignant à utiliser les caricatures publiées dans Charlie Hebdo pour enseigner la liberté d'expression. Beaucoup de gens, alors au premier chef, le président turc, utilisent cela pour en faire une espèce de guerre à l'islam qui serait portée par la France, ce qui est évidemment complètement faux. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est écouté par pas mal de gens. Il y a eu un tweet absolument incendiaire d'un ancien Premier ministre malaisien, oui. Aujourd'hui qui a été retiré par Mahathir Twitter. Mohamad. Absolument, qui a été retiré par Twitter tellement il était violent envers la France. Le président turc Erdogan qui parlait de maladie mentale sur Emmanuel Macron, donc une attaque assez forte quand même sur les autorités françaises. Tout ça est souvent le cas, donc évidemment la tension est plus forte pendant le procès des attentats de 2015 de janvier, donc Hyper Cacher et Charlie Hebdo, bien entendu avec la republication de ces caricatures et leur utilisation dans une salle de classe par Samuel Paty, mais la tension de toute façon était très très forte. Je n'imagine pas par exemple que le prêtre qui officiait ce matin à Nice, à Notre-Dame, était peut-être un fervent partisan de Charlie Hebdo. Pourtant, c'est bien sa paroisse qui a été touchée. Donc, il ne faut pas non plus faire un lien immédiat entre la publication ou la republication des caricatures et la vague d'attentats terroristes. Je vois ça plutôt comme un prétexte supplémentaire pour des gens qui sont par défaut en guerre contre la liberté d'expression, comme on la pense en France. On apprend tout de même aujourd'hui que depuis 96 heures, maintenant, la France était en vigilance particulière, en alerte dans l'hypothèse d'un attentat. C'est donc que ces menaces, elles se sont matérialisées précisément ces derniers jours. Ah mais les menaces, elles sont toujours très très grandes. En fait, on se rend compte que les Français peut-être oublient le niveau de menace terroriste dans lequel on est non-stop depuis 5 ou 6 ans maintenant. Évidemment, quand on a eu les attentats de janvier 2015, de novembre 2015, de juillet 2016, on parlait beaucoup de ça, etc. Mais la menace n'a pas faibli. Le gouvernement a récemment dit que plus d'une trentaine d'attentats avaient été joués par ce gouvernement donc depuis 3 ans. Ça fait quand même une dizaine d'attentats par an qui ne se sont pas passés parce qu'ils avaient été arrêtés. Or, les attentats les plus difficiles à arrêter, c'est les attentats qu'on appelle d'opportunité, des gens qui très souvent se sont radicalisés eux-mêmes et qui prennent une arme très facile à se procurer, typiquement un couteau de boucher, et passent à l'acte de façon isolée et plus ou moins autonome. Le plan Vigipirate, en tout cas, est porté au niveau urgence attentat, sur le niveau le plus élevé, alors même que la France est en état d'urgence sanitaire et passe cette nuit en confinement, en reconfinement. Didier Pittet, on peut confiner un pays sous menace terroriste ? Alors écoutez, c'est évidemment une situation qui est assez particulière. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse tellement fondée et habituelle à la question. Je crois que
on peut évidemment, dans un pays qui est confiné, ajouter des mesures de surveillance. Et je pense que oui, bien entendu, c'est possible et ça doit être fait. Je tiens d'abord à évidemment exprimer tous mes regrets et toutes mes pensées pour les familles et les personnes auxquelles ce drame est arrivé. Et bien entendu, nous sommes tous tristes avec ces familles. Oui, je crois que je ne me fais pas de soucis par rapport à l'aspect du confinement, en l'occurrence, et j'ai confiance dans les autorités militaires par rapport au respect de la bonne conduite, en particulier aux approches des églises. Et on peut tout simplement que regretter cette situation, bien entendu. Ce risque terroriste, est-ce qu'il ne risque pas néanmoins d'entraver l'action des services sanitaires, Didier Pittet? Alors écoutez, je pense que les services sanitaires sont habitués à fonctionner dans des situations très particulières. Je ne pense pas que finalement le nombre de militaires qui seraient utilisés pour assurer la sécurité civile finalement empêchera que les citoyens puissent fonctionner de la plus normale des façons, d'une façon qui n'est pas totalement normale. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous ayons besoin de ces services d'ordre militaire pour finalement aider à la situation sanitaire. Je pense qu'il y a d'autres solutions au cas où cela devenait nécessaire. Oui. Dans certaines circonstances, dans les hôpitaux peut-être, c'est le cas y compris en Suisse et dans d'autres pays, en Allemagne et en Espagne, où les forces militaires d'ordre sanitaire ou les forces de service civil viennent à l'aide momentanée de certains services de soins. Et je ne pense pas que les deux soient incompatibles. Didier Pittet, vous qui observez la situation un peu partout dans le monde, en Europe notamment et en France en particulier, est-ce que vous diriez, comme l'a dit le chef de l'État, que l'on est surpris? Avez-vous vous-même été surpris par l'ampleur prise par cette pandémie de Covid, par cette deuxième vague? Nous nous sommes parlé il y a une dizaine de jours à peine. Vous étiez ici même en plateau. On ne s'attendait pas, il faut bien le dire, à cette époque à un reconfinement, encore moins à ce qu'il intervienne sous 10 jours. Est-ce que vous êtes vous-même surpris par l'ampleur de la pandémie? Est-ce qu'elle justifie, d'après vous, la réponse? On le voit, un certain nombre de voix critiques, alors qui s'expriment sur les réseaux sociaux, et on sait très bien ce qu'il faut souvent en penser, depuis un moment, pensent qu'elles peuvent servir aussi de prétexte à mettre sous clé un certain nombre de libertés. Alors écoutez, je crois que d'abord, tout le monde dans le monde entier, mais en particulier en Europe, puisque l'Europe est actuellement concernée par cette deuxième vague, tout le monde est surpris. Tous les États ont été surpris, tous les systèmes de surveillance au fond de cette deuxième vague ont été surpris dans tous les pays par cette deuxième vague. Regardez l'Allemagne, Angela Merkel a annoncé un semi-confinement. La Suisse a annoncé une série de mesures, l'Autriche aussi, l'Italie un petit peu avant, le Royaume-Uni, l'Espagne il y a quelques semaines. Donc tout le monde est surpris par la vitesse de cette vague et ça n'est pas du tout le fait de la France. Et en effet, nous étions en plateau il y a moins de 2 semaines et il n'était absolument pas question alors d'imaginer un confinement. Nous sommes dans un confinement qui n'est pas le même, bien entendu, que celui que nous avons connu et que vous avez connu au mois de mars, certainement pas. Mais effectivement, tout le monde a été surpris par la vitesse d'apparition de cette vague. Tout le monde n'a pas été surpris par le fait d'une deuxième vague, bien entendu, puisqu'elle était prévisible, mais le temps et la rapidité de cette vague surprend tout le monde. Ce n'est donc pas, si l'on vous comprend bien, un prétexte pour mettre en œuvre des mesures au passage visant à restreindre les libertés, notamment la liberté de mouvement. Vous avez bien compris, vous estimez nécessaire ce reconfinement. On va en reparler avec vous dans un instant. Francis Choix nous a rejoint, député La République En Marche de l'Essonne. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La ville de Nice, déjà le théâtre, on s'en souvient d'un attentat terroriste. C'était en 2016, 86 morts, 458 blessés à l'époque, et donc à nouveau visé par une attaque ce jeudi. Le maire Christian Estrosi a appelé dans la matinée à anéantir ce qu'il appelle l'islamo-fascisme en s'exonérant des lois de la paix. Ça veut dire des mesures de guerre. D'abord, il a raison de parler d'islamo-fascisme parce que ce qui se passe est absolument atterrant. Malheureusement, pas une surprise et nécessite en tout état de cause de faire en sorte que notre pays
se protègent, que les citoyens soient protégés. Et se protéger en disant les choses clairement. Il y a un ennemi, il nous déclare la guerre, nous sommes un État de droit, nous répondons par l'État de droit, mais il s'agit d'abattre l'islamisme terroriste politique et se donner tous les moyens de droit pour faire cela. Nous en avons déjà beaucoup. Mais s'il faut examiner la manière d'améliorer les choses et la manière dont nous nous protégeons, les moyens de sécurité préventive et les moyens de sécurité active, s'il faut une dimension européenne à la résolution de ce combat, de telle sorte que tout le monde soit mobilisé, dès lors que tout le monde est d'accord sur le fait de savoir de quoi nous parlons. Ça fait des années et des années que je fais partie de ceux qui, parce qu'ils ont dénoncé l'islamisme, parce qu'ils se sont attaqués à des organisations prétendument non gouvernementales, prétendument humanitaires comme Baraka City, se sont fait attaquer, se sont fait taxer d'islamophobie. Il faut arrêter d'avoir peur. Voilà un moment déjà qu'une partie aussi de la droite réclame un Patriot Act à la française en s'inspirant des mesures qui avaient été mises en œuvre aux États-Unis après les attentats du 11 septembre. Oui, enfin, je ne sais pas s'il faut aller copier ce type de mesures. Mais enfin, de toute manière, ce que je vois bien, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arsenal dont nous disposons, il y a des initiatives très fortes qui sont prises. Pas besoin donc de compléter la loi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de compléter la loi, puisque d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, la ministre Marlène Schiappa, le ministre de l'Éducation nationale, le Premier ministre, travaillent sous la responsabilité du Président de la République à une nouvelle loi qui va manifestement être, par rapport à la situation antérieure à Conflans-Sainte-Honorine, antérieure à Nice, antérieure à Dijon ou à Lyon, être naturellement élargie. Mais enfin, je constate que des organisations islamistes prônant l'islamisme politique et se faisant au fond une sorte de vitrine légale de la guerre qui nous a menés sont en train d'être dissoutes. Elles sont pour l'instant à Baraka City et le CCIF, le collectif contre l'islamophobie. Les procédures sont engagées. Oui. Le Conseil des ministres a pris des décisions. Il y a toujours des voies d'appel. Je le répète, on est dans un état de droit. Des visites domiciliaires ont lieu. Et cela dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais celui qui a perpétré ce nouvel acte hautement symbolique d'ailleurs, dans une église à Nice, hautement symbolique, y compris par le mode opératoire, par le lieu, comme était symbolique le lieu de la décapitation. Ce n'est pas seulement un assassinat, la décapitation d'un professeur de la République. Il semblerait qu'il fasse partie de ceux qui sont entrés sur le territoire en étant en situation illégale. Il devait être l'objet, en Italie, d'une reconduite à la frontière. On va en reparler dans un instant. Bélier Nabli va vous répondre. On doit marquer une courte pause. C'est la fin de cette première partie, mais on se retrouve dans moins de 2 minutes. Restez avec nous. La France peut-elle efficacement lutter contre le terrorisme en période de confinement et inversement faire face aussi à la menace sanitaire alors qu'un autre front est en train de s'ouvrir? On en débat avec toujours à mes côtés Francis Choix, député La République En Marche de l'Essonne. Bonjour. Avec également Bélier Nabli, directeur de recherche à l'IRIS, auteur de Comprendre le monde arabe aux éditions Armand Collin. Avec également Louis Bernard, fondateur de Chrysotech, cabinet de consulting sur les risques terroristes, et avec l'épidémiologiste et chef de service de prévention et contrôle de l'infection aux hôpitaux universitaires de Genève, Didier Pittet, auteur également de Vaincre les épidémies. Ça vient de paraître aux éditions Hugo Doc. Vous présidez également la mission indépendante nationale sur l'évaluation de cette crise du Covid-19 ici en France. Bélier Nabli, vous vouliez répondre à Francis Choix qui évoquait à l'instant les mesures mises en œuvre par le gouvernement, annoncé notamment le renforcement du dispositif Sentinelle. On n'a plus que doublé les effectifs puisque ce ne sont plus 3 000 mais 7 000 militaires qui vont donc être déployés aux abords des bâtiments publics et des lieux de culte. Oui, non, au-delà du dispositif qui est renforcé, c'est plutôt la tentation d'un certain nombre de responsables politiques qui consiste, encore une fois, à vouloir imaginer... Légiférer à nouveau ? Renforcer l'arsenal juridique, l'arsenal législatif,
Or, le problème, c'est que ce réflexe-là, on commence à bien le connaître. Il a pris forme déjà aux États-Unis, en réalité, après les attentats de 2001. Et les pays européens ont calqué leur propre législation sur ce type de réflexe. Sans toutefois aller aussi loin, notamment dans la capacité à surveiller les citoyens. Ça commence vraiment à y ressembler. Et si on n'a pas complètement calqué le Patriot Act dans notre propre législation, c'est notamment grâce à des juges ni l'extraterritorialité judiciaire, le fameux cas de Guantanamo. Bien sûr, mais c'est aussi grâce à des juridictions supranationales, je pense à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un certain nombre aussi de juridictions comme le Conseil constitutionnel, mais qui sont sous pression. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est là où il y a un piège véritable dont on ne parle pas assez, c'est que la menace terroriste, ce n'est pas qu'une menace sécuritaire. C'est aussi une menace sur nos propres libertés, notre modèle de société. Ce modèle de société, ce n'est pas simplement s'attaquer à des tenues vestimentaires. C'est aussi une manière aussi de protéger notre conception de la liberté, nos libertés individuelles, le fait de ne pas accepter d'être plus surveillé, toujours de plus en plus être surveillé, comme si cela allait de soi, parce que être plus surveillé, c'est aussi admettre de réduire notre champ de liberté individuelle, d'avoir moins la main sur nos propres données personnelles, etc., etc. Et là, il faut reconnaître que la séquence est dure. Et c'est là où les djihadistes mènent aussi une bataille qu'ils sont en train de gagner. C'est qu'on recule en termes de liberté individuelle de manière insidieuse. Et de ce côté-là, je trouve que nos démocraties ne devraient pas perdre de vue ce champ de bataille-là. Encore une fois, la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas qu'une lutte d'ordre sécuritaire. Il faut garder à l'esprit les acquis démocratiques et notamment ne pas céder au réflexe qui consiste à dire plus de sécurité pour plus de liberté. C'est pas vrai. Plus de sécurité, c'est souvent aussi moins de liberté. Le cas du ressortissant tchétchène qui bénéficiait d'une mesure d'asile politique ici en France et qui néanmoins avait commis un certain nombre de délits, est-ce que ça n'appelle pas, ça n'aurait pas appelé une réponse qui n'est pas intervenue et peut-être à nouveau examiner la loi de la même manière que l'accueil des réfugiés et l'incapacité aujourd'hui à savoir qui se trouve sur le sol français? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des demandes de ce type auxquelles il va être fort difficile de répondre dans les prochains jours? J'imagine, mais si on réagit systématiquement à la suite d'un acte par une décision générale et impersonnelle, qui est la définition même de la loi, il y a là un décalage. Et surtout, on ouvre là une boîte de Pandore, on entre dans un cercle sans fin. C'est-à-dire que malheureusement, on est entré dans une ère où précisément la menace terroriste, c'est pas une menace finie dans le temps. Je ne sais pas, personne ne peut vous dire, ne peut vous donner une période, une année en vous disant voilà, ça sera la fin de l'ère terroriste. Sauf que il y a un état de droit particulier qui s'applique à cette menace. Ce sont des régimes d'exception, et des régimes d'exception synonymes de moins de liberté individuelle. Est-ce qu'on est prêt à changer notre conception de la démocratie au nom d'une menace qui précisément vise nos libertés? Il y aurait là une défaite intellectuelle et idéologique. Il faut accepter, Louis Bernard, que la République ait à faire face à ces menaces qui surgissent, et particulièrement ces derniers temps. Alors, je ne vois pas du tout, moi, en quoi la démocratie est en train de reculer face à la menace terroriste. Je vois exactement l'inverse. Je vois des dizaines de milliers de profs qui défilent place de la République après l'assassinat de l'un d'entre eux, avec les caricatures publiées dans Charlie Hebdo en disant si la liberté d'expression, c'est très important pour nous, c'est notre conception. Je vois le président de la République qui prend fait et cause pour cet enseignant et pour la conception française de l'enseignement, de la liberté d'expression sans aucune mesure. Et j'en veux pour preuve que beaucoup de dirigeants étrangers, on en a parlé, prennent maintenant le président Macron pour cible, justement en essayant de le faire passer pour un ennemi de l'islam, alors qu'en fait, il est un ennemi de l'islam radical et terroriste, et il revendique le droit des journalistes français à publier des caricatures et des enseignants français à les utiliser comme outil pédagogique. S'il y a un moment où la démocratie et la France comme terre de la liberté a bien montré son visage, c'est sur les 2 dernières semaines, quand on a vu le nombre de gens qui viennent
soutenir ce que représentait l'enseignant Samuel Paty et son utilisation des caricatures. Au niveau de l'arsenal juridique, pour revenir là-dessus, il est déjà très complet en France. Tous les juges antiterroristes vous diront qu'ils ont de quoi travailler, de quoi faire des écoutes, de quoi remonter des filières, de quoi infiltrer des mosquées dans lesquelles peut-être des discussions salafistes ont lieu, etc. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, on déjoue beaucoup d'attentats en France, beaucoup plus qu'il y a que dans les années 90, par exemple. L'arsenal juridique fonctionne. Le fait même qu'en ce moment même, on soit sur la fin du procès des attentats et du procès de l'attentat raté de Villejuif montre bien que le travail d'instruction, malheureusement après l'action, mais le travail d'instruction a été fait et bien fait, et beaucoup de gens sont derrière les barreaux. On va aussi juger ce qui reste des commanditaires de l'attentat de la fin de l'année 2015 au début de l'année prochaine. Donc l'arsenal juridique, il existe, il est bien mené, et l'important, c'est de le maintenir. Je ne vois pas aujourd'hui pourquoi les libertés publiques et la façon dont la France a de représenter sa liberté est en train de reculer. Vous évoquiez à l'instant, Louis Bernard, ce qui vaut à la France aujourd'hui, ce ressentiment au sein d'une partie du monde musulman. C'est la publication donc de ces caricatures, republication par Charlie Hebdo à l'occasion de ce procès, et des caricatures montrées donc par l'enseignant Samuel Paty, sans doute d'ailleurs pas le seul en France, à ses élèves. À la suite de l'assassinat de Samuel Paty, Emmanuel Macron s'est exprimé. C'était à la Sorbonne à l'occasion de cette cérémonie nationale. Le président français a promis que la France ne renoncerait pas à ces caricatures au nom de la liberté d'expression. Écoutez. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Voilà, et puis aujourd'hui, le chef de l'État s'est exprimé à nouveau. Cette fois, c'était lors de sa venue sur les lieux mêmes de cette attaque à Nice, le président qui appelle aujourd'hui à l'unité nationale. C'est donc un message de fermeté absolue que je veux passer aujourd'hui. Et enfin, c'est également un message d'unité. En France, il n'y a qu'une communauté. C'est la communauté nationale. Et je veux dire à tous nos concitoyens, quelle que soit leur religion, qu'ils croient d'ailleurs ou qu'ils ne croient pas, que nous devons dans ces moments nous unir et ne rien céder à l'esprit de division. Et après le président de la République, c'était au tour du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de prendre à son tour la parole sur cette question. Écoutez. Je veux également adresser un message de paix au monde musulman pour lui dire que la France n'est pas le pays du mépris ou du rejet, c'est le pays de la tolérance. N'écoutez pas les voix qui cherchent à attiser la défiance. La religion et la culture musulmane font partie de notre histoire française, européenne. Nous la respectons. Alors ne nous laissons pas enfermer dans les outrances d'une minorité de manipulateurs. Francis Choua, c'était important cette mise au point. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'était ému après les déclarations d'Emmanuel Macron à la Sorbonne sur l'insistance à vouloir faire la promotion, montrer ces caricatures. Cela avait été vu comme un affront par un certain nombre de musulmans, en tout cas par leurs représentants à travers le monde, à l'ancien Premier ministre Mahathir, malaisien, qui aujourd'hui sur Twitter, son tweet a d'ailleurs dû être supprimé, puisqu'il appelait clairement à la violence envers les Français. Mais le président Erdogan ne s'est pas ému, il a offensé la France, il a offensé le président de la République, il a offensé la démocratie, il a été totalement silencieux lorsqu'un professeur de la République, à quelques mètres d'un collège de la République, a été décapité. Et là, comme par hasard, parce qu'il se prétend chef de tous les croyants de l'Orient ou musulmans, a une compassion parce que ça se passe dans une église. On est dans une monstruosité de l'hypocrisie pour ce qui le concerne. Et quant à cet ancien Premier ministre malaisien, j'espère que les réseaux sociaux, le réseau social concerné
supprimer le tweet. Il n'en reste pas moins que Mahathir Mohamad est une personnalité centrale dans la vie politique malaisienne. Donc ça dit quand même quelque chose. Mais ça dit aussi qu'en France, en Europe, dans le monde, il y a une véritable lutte d'influence politique parce que l'islam a le choix entre plusieurs directions. Et personnellement, je me réjouis beaucoup qu'en France, une personnalité que je connais bien, je l'ai vu souvent à la mosquée d'Évry-Courcouronnes, le président du CFCM, quelles que soient les rectifications qu'il peut être amené à faire sur tel ou tel sujet, a un courage incontestable. Et vous voyez un changement de ton de l'exécutif dans les déclarations du jour d'Emmanuel Macron et de Jean-Yves Le Drian par rapport aux propos d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, ou pour vous, on est toujours dans la même ligne? Ah non, je crois que depuis le discours des Mureaux, depuis ce drame de Conflans-Sainte-Honorine, depuis Nice aujourd'hui, c'est la même ligne et je m'en réjouis. Mais ça me permet de poursuivre un tout petit peu, quelques secondes, le débat que vous avez engagé, extrêmement important. Pourquoi c'est important, ces appels à l'unité? Dans la clarté, pas dans la confusion. Dans la clarté. La liberté, la défense des valeurs, le combat contre l'islamisme terroriste et l'islamisme radical. Parce qu'effectivement, ça va être long. Et que ce n'est pas à coup de mesures d'exception que l'on va régler les choses. Donc, pour moi, ce qui est fondamental, c'est une double unité, qui est elle-même un combat, comme disait l'autre. L'unité dans notre pays, des forces politiques, des forces démocratiques, dès lors que nous nous mettons d'accord sur l'objectif, éradiquer l'islamisme radical dans le respect de l'état de droit, puisque c'est cet état de droit que les terroristes veulent attaquer. Donc si nous jouions nous-mêmes avec, on lui donnerait effectivement raison. Mais il y a une deuxième unité sur laquelle je souhaite insister une fraction de seconde. C'est celle des démocraties européennes, ne serait-ce qu'à l'échelle du continent européen. Et là, de ce point de vue, s'il y a des dispositions qui existent, qui sont à revoir, parce qu'elles n'ont pas d'efficacité, parce qu'elles ne créent pas de convergence dans l'action des États sur toute une série de sujets, faisons-le, mais faisons-le surtout pas à coups de menton ou à coups de phrases creuses. Faisons-le dans une concertation européenne. De ce point de vue, je pense que le président de la République, compte tenu de l'autorité qui est la sienne en Europe et compte tenu de la clarté de ses propos, peut réussir, et je pense que dans le temps long, c'est ce qui finira par payer, cette double unité. Moi, j'appelle toutes les forces démocratiques à s'unir dans la clarté. J'y insiste bien, dans la clarté. Il y a eu trop de renoncements. Bélier Nabli, de ce point de vue-là, est-ce que vous pensez que les caricatures, on le voit, il y a évidemment un certain nombre de pays musulmans qui s'en émeuvent, mais pas seulement, des pays occidentaux aussi ne sont pas sur cette ligne-là de autoriser, bien sûr, au nom de la liberté de penser, mais d'en faire même parfois la promotion. Exactement. Toujours au nom de cette même liberté de penser. C'est là où il faudrait se départir d'une forme de binarité ou de manichéisme. Il n'y a pas d'un côté le monde libre qui accepterait théoriquement et absolument le droit à la caricature, voire le droit au blasphème, et de l'autre le monde arabo-musulman. Le droit au blasphème n'est pas reconnu par exemple en Allemagne, en Espagne, en Italie. Il l'est aux États-Unis et pourtant on considère qu'il est offensant d'évoquer de cette manière la religion des autres. Et donc on ne le fait pas par bienséance, mais ça ne veut pas dire qu'on se l'interdit. Exactement. Non seulement d'un point de vue de l'état de droit, du point de vue des législations des démocraties libérales, on n'est pas tous à l'unisson, mais culturellement non plus, en réalité. Le rapport religieux n'est pas identique. Il y a une laïcité à la française qui fait que non seulement une séparation de l'État et des églises, mais que la liberté de conscience, elle est entendue de manière absolue. Et qui vient renforcer ici notamment le droit au blasphème, ou du moins le droit à la caricature et donc le droit à la liberté d'expression. Mais cela est parfois mal interprété et compris dans le monde occidental. Et c'est en cela que ça dépasse un peu l'espèce d'opposition monde arabe ou monde arabo-musulman et monde occidental. Et juste un autre mot, d'un point de vue, pour le coup, juridique,
la coopération et la coordination en matière de lutte contre le terrorisme a avancé. Là, pour le coup, c'est un élément positif. L'intégration européenne, elle s'est traduite notamment par une meilleure coopération des services de renseignement, des services de policiers et de contre-terrorisme. Et là, c'est un élément positif parce que, comme c'est un mouvement ou c'est un phénomène transnational, il est impossible à l'échelle franco-française d'apporter une réponse efficace. Louis Bernard, un point sur cette question et puis on conclura sur une toute autre problématique qui est d'ordre sanitaire avec Didier Pittet. Louis Bernard, cette question justement que l'on évoquait à l'instant des caricatures, est-ce qu'elle se pose aujourd'hui ? Ben, je ne vois pas d'opposition entre le monde occidental et ce qu'on appellerait le monde arabe. Déjà, le président turc n'est pas arabe, l'ancien Premier ministre... Non, mais il se pose en leader des musulmans. Oui, c'est ça, il se pose en leader de musulmans pour faire oublier parfois des problèmes en interne. Là, c'est très facile de taper sur la France et ça... Pardonnez-moi, Louis Bernard, mais sur cette question, le fait que les caricatures de Charlie Hebdo suscitent, par exemple, au sein d'un journal américain comme le New York Times, par exemple, qu'on ne peut pas qualifier de conservatisme, des réactions qui sont pour le moins mitigées, est-ce que vous le comprenez, ou en tout cas, pour vous, ça montre quand même que la position française, de ce point de vue-là, n'est pas unanimement partagée? Non, la position française est particulière. La laïcité à la française est particulière et la conception de la liberté d'expression à la française est particulière. Je pense que c'est une chance, je pense que c'est une fierté, mais c'est sûr que ça peut demander un petit peu d'explication. Mais attention à ne pas se censurer pour faire plaisir à des gens qui voudraient nous censurer. Ça, ce serait vraiment le gros risque. Didier Pittet, toute autre question, puisqu'on arrive au terme de ce débat et qu'on était aussi censé évoquer et qu'on l'a fait, la question sanitaire. La France entre en confinement dans le courant de cette nuit. Ça va nécessiter, on imagine, pour veiller au respect de ce confinement, des dispositifs policiers notamment. Et encore une fois, est-ce qu'on a les moyens, dans un pays comme la France, de contrôler efficacement la mise en œuvre d'un exercice de l'ampleur du confinement pendant un mois, lorsqu'on sait que, par ailleurs, il y a quand même des missions de police, et on l'a vu encore aujourd'hui, auxquelles il va falloir faire face? Oui, alors écoutez, je crois qu'on est évidemment confus et triste de voir ces événements qui viennent là perturber la vie des Français. On est de tout cœur avec les familles qui sont affectées et leurs proches. Je crois qu'on ne parle pas forcément des mêmes types de forces de police. Pour ce qui est d'un confinement et au fond, de bien vérifier le bien fondé d'un confinement et le respect des mesures, il s'agit plus de police qui sont engagées dans un rôle j'appellerais ça des brigades sanitaires. Et je pense que si le citoyen français comprend l'intérêt et la nécessité du confinement, il le respectera et qu'à l'occasion, certains peut-être essayeront de pratiquer, de faire des choses qui sont un tout petit peu en dehors de ce qui est demandé, mais on ne parle pas des mêmes polices finalement. Et je suis persuadé qu'entre les militaires qui pourraient être là pour vraiment surveiller de manière extrêmement vigilante d'une surveillance armée et les policiers ou les brigades sanitaires qui seront là pour aider au bon déroulement d'un confinement et au respect des mesures. On est en train de parler de deux forces finalement de police, même s'il s'agit de police. Vous savez, dans les hôpitaux en Suisse aujourd'hui, on demande à l'armée de venir donner un peu d'aide et ce sont des militaires qui viennent avec un grand sourire, sans armes et qui viennent aider finalement pour les transferts de malades ou pour du service civil ou des choses de ce genre-là. Je crois qu'on est en train de parler de deux choses un tout petit peu différentes et je suis sûr que les forces, entre guillemets, de police ou les forces militaires sont suffisantes pour venir à bout de ces deux phénomènes qui en soi ne sont pas finalement liés de la même façon. Merci Didier Pittet. Merci également à Louis Bernard qui était avec nous, ainsi qu'à Bélir Nabli et à Francis Choix. C'est la fin de ce débat. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.